moi, je suis content quand même ce matin parce que c'est un sujet qui m'est cher, l'impact social. C'est un sujet avec lequel je travaille depuis déjà quelques années, principalement en tourisme, par contre, au niveau de mon expertise personnelle. Je trouve ça intéressant d'avoir trois personnes qui sont au centre de ce qui se passe dans le milieu. Je vais les laisser se présenter tranquillement, prendre deux petites minutes là, pour de vous dire d'où vous venez, et ainsi de suite. Puis je commencerai avec toi, Sophie, s'il vous plaît. D'accord. Alors, bon matin tout le monde. Alors, je m'appelle Sophie et je porte deux chapeaux. Alors, d'un côté, j'ai un OBNL qui s'appelle WeDoSomething.org que j'ai fondé en 2015. Et l'idée, c'est en fait d'offrir un antidote à l'impuissance. Donc, on n'a pas une cause, on réagit aux mauvaises nouvelles et on les utilise en fait pour faire de belles choses. Donc, on est un pont entre notre communauté qui veut faire du bien et ceux qui ont besoin de soutien. Donc, on cherche des OBNL qui ont les solutions et on réunit ces deux communautés. De ça est née l'idée de We Do Something Co., qui est un service conseil. Et ce que j'essaie de faire avec ça, c'est en fait, de changer un peu la responsabilité sociale des entreprises pour qu'au lieu d'être une responsabilité qui indique un devoir et souvent une relation à sens unique, j'essaie en fait de créer des collaborations entre le secteur communautaire d'un côté et le secteur corporatif pour que, en fait, on crée des collaborations plus durables qui permettraient d'un côté aux entreprises d'avoir ce qu'il leur faut, donc un impact positif et aussi créer un sens pour leurs employés. Et d'un autre côté, pour que les OBNL aient moins de stress pour aller chercher du soutien et du financement. Parce que je pense que la façon dont on utilise la philanthropie en ce moment a besoin d'évoluer. Ah, ça, on ne peut être que plus d'accord. Timour, toi, qui es-tu, d'où viens-tu? Bon matin à tous. Donc, je m'appelle Timour. J'utilise les pronoms il et lui. Je suis belge, donc mon accent me trahira probablement à un moment, donc autant le dire tout de suite. Je suis belge. J'ai déménagé ici à Tiohtià:ke, Montréal, il y a 5 ans. Je n'ai pas vraiment une tête à chapeau, donc je ne veux pas faire l'énumération de tous mes chapeaux. La raison pour laquelle je suis ici, je pense, c'est pour mon rôle de stratège en impact social dans une firme conseil qui s'appelle Credo. Donc, notre mission, c'est de maximiser le potentiel d'impact des acteurs. Donc, on travaille avec le secteur communautaire, les entreprises privées, le secteur public aussi, les sociétés d'État qui nous sont chères au Québec. Et on essaie de voir quelle est la meilleure manière pour ces organisations de contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. Et à côté de ça, je participe à la création d'un cours en ligne sur comment mesurer son impact social dans une perspective de maximisation. Et on fait ça avec Social Value International, qui est un réseau de réseaux d'acteurs dans le domaine de l'évaluation d'impact. Excellent. Linda? Alors, bonjour tout le monde, Linda du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Alors, moi, je suis chargée de projet en recherche et analyse au CSMO depuis déjà bientôt 20 ans. Alors, en fait, le CSMO touche tout ce qui concerne la main-d'œuvre et notre secteur, évidemment, c'est l'économie sociale et l'action communautaire. Et en fait, je vais plutôt, moi aussi, comme Simon, préciser un peu pourquoi je suis là ce matin. Donc, en fait, nous, on se penche sur la question de l'impact social depuis déjà 19 ans et demi, bientôt 20 ans. On a développé des outils, on offre une formation depuis 20 ans déjà grand public. On offre aussi une formation sur mesure, donc adaptée à l'un ou l'autre des 32 secteurs d'activité de l'économie sociale et de l'action communautaire, des conférences, etc. Et là, on va lancer dans quelques semaines, bientôt, donc, une formation à distance sur la mesure d'impact social, donc qui sera disponible pour l'ensemble du secteur. Et donc, en fait, cette formation à distance permettra donc de se familiariser avec ce qu'est l'impact social, d'initier la démarche et d'être accompagné pas à pas pour le faire, avec un accompagnement post-formation aussi. Donc, en fait, nous, c'est ça, au CSMO, depuis 20 ans déjà, on a cette vision stratégique de mesurer l'impact social pour positionner stratégiquement les organisations du secteur. Impact social, ça veut dire quoi? Ça mange quoi en hiver? Puis pourquoi ça touche les OBNL? Timo, je te vois sourire, je vais te demander de commencer. Non! La définition, je sais que tu as une définition qui est très...
formelle, si on veut. Très formel? Non, non, non. Au contraire, au contraire. Au contraire? Je pense que je veux partir dans l'autre sens aujourd'hui. Je veux éviter Parfait. les définitions trop formelles. Mais je souris parce que, bon, on ne va pas le cacher à nos participants. On a eu un appel Oui. préalable à ce panel où on a parlé déjà justement un petit peu de cette question-là et j'avais trouvé que l'angle de l'impact social allait être intéressant. Donc, je vais expliquer pourquoi. Donc, définition d'impact social. Je vais faire court. Je promets que je vais faire court. J'ai bu beaucoup de café, mais je promets que je vais faire court. Définition d'impact social. Donc, impact social, on sait que c'est un terme qui est assez nouveau dans l'écosystème. Les gens qui sont dans le secteur communautaire depuis plus longtemps que moi se souviennent d'un temps où on ne parlait pas vraiment d'impact social. On avait une mission, on avait une raison d'être, on avait des retombées, on avait des effets, mais on n'avait pas nécessairement d'impact social. L'impact social, en tout cas, notre perspective de ce nouveau terme, c'est qu'il est très généralement associé à la question de la mesure et à la question de la reddition de compte. On parle beaucoup de mesures d'impact, d'évaluation d'impact, etc. Et donc, il y a un côté très mesurable, très quantitatif. Et pour nous, un des problèmes de cette approche, de cette définition, c'est que ça crée une distinction, ça crée un écart entre, d'une part, la raison d'être de l'organisme, sa mission, et puis quelque chose qu'on appelle l'impact social, les impacts sociaux et environnementaux d'une organisation, sachant que tout ce qu'on fait a constamment de l'impact. Donc, la définition avec laquelle on veut partir, nous, et qu'on défend chez Credo, c'est que l'impact social, c'est au cœur de la mission de tous les organismes. L'impact social, ce n'est pas un nice to have. L'impact social, c'est les effets recherchés par l'organisme sur le public cible qu'ils peuvent viser, au pluriel s'il y en a plusieurs. Et je vais m'arrêter ici. Oui, vas-y. Je vais vas-y. en parler pendant des plombs. Oui, c'est parfait. Linda, toi, ta vision à ce niveau-là? Alors, contrairement à Timo, moi, je dirais que j'entends parler d'impact social ou d'indicateurs sociaux depuis déjà 22 ans. À l'Université du Québec à Montréal, déjà, on en parlait. Et quand je suis rentrée au comité sectoriel il y a bientôt 20 ans, on a pensé à développer cette démarche-là, donc, qu'on propose au secteur de mesure d'impact social. Mais comme Timo, je dirais, on a toujours l'impression que mesurer l'impact social, c'est quelque chose qui est en dehors de nous. Moi, je dirais que tout ce qui est impact social, c'est l'ADN des organisations de notre secteur, c'est dans leur ADN. Donc, ce qu'il faut véritablement faire, c'est un exercice pour aller chercher, puis nous, un peu comme chez Credo, ils le font, comme Timur vient de le préciser, nous, en fait, la définition qu'on en a, on la veut la plus simple possible. C'est l'apport, la contribution, l'effet des activités, des services, des projets, des programmes qui sont portés par les organisations auprès de la communauté, auprès des milieux. Donc, en fait, comme disait Timur tout à l'heure, on en a un impact. L'idée, c'est véritablement d'aller le mesurer, d'aller le documenter, parce qu'on en a un, et comme je disais, c'est dans notre ADN. Plus tard, on aura d'autres questions qui nous permettront d'aller préciser plus loin pourquoi j'insiste sur le fait que c'est dans notre ADN. Mais c'est vraiment donc d'aller chercher le rôle, la place, la contribution qui est occupée par ces organisations dans les milieux, dans la communauté. Merci, Linda. Sophie, tu voudrais-tu rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on est tous donc d'accord que l'impact social, en fait, comme l'a très bien dit Timur et aussi Linda, c'est vraiment, oui, c'est la raison d'être. Je veux dire, on lance un OBNL parce qu'on voit un besoin. Donc, l'OBNL n'existe que par cette raison pour avoir un impact sur cette réalité. Je suis un peu j'ai une approche un peu moins probablement formelle dans le sens que j'ai vraiment agi comme un tout petit et moyen OBNL. Donc, la question que je me pose souvent en écoutant, en ayant assisté à des ateliers sur l'impact social, c'est qui décide en fait de ce qui peut être mesuré. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'un OBNL puisse décider des KPIs ou des mesures de data. Des indicateurs de performance, merci. Je n'ai pas pris assez de café. Donc, en fait, que l'OBNL lui-même puisse peut-être choisir lui-même quels seraient les indicateurs qui sont précisément alignés avec leur mission. Parce que c'est une très bonne idée d'avoir du data d'impact social, mais la seule question que je me pose, c'est quel est l'impact sur les ressources parfois limitées d'un OBNL? En fait, pour arriver à leur mission d'un côté et accumuler du data sur
cette mission d'un autre côté. Il y a des choix à faire parfois. Ouais, Et je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre, mais… Non, tu abordes un sujet qui, à travers les intervenants, est très, je dirais, vieux, mais on en discute beaucoup. Il y a différentes façons de le mesurer, il y a différents modèles. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des écoles de pensée. C'est drôle à dire. On se croirait presque dans d'autres secteurs. Mais avant d'aborder l'évaluation, j'aimerais juste qu'on fasse comprendre aux gens qui écoutent vraiment pourquoi on en parle un peu plus maintenant. Puis, on a souvent, tantôt tu l'as dit, Sophie, on a notre mission. On est à la base un intervenant social en OBNL. Quelque niveau que ce soit économique, que ce soit touristique, culturel, sport et loisirs. Puis là, je parle. Après ça, je vais aller dans le communautaire, là, parce que le communautaire, c'est souvent notre première. Le communautaire et le philanthropique, c'est souvent notre premier esprit au niveau de l'impact social. Mais quand on arrive en environnement, quand on arrive en culture, puis quand aussi, même au niveau associatif, ou même au niveau de développement économique, qui sont, je vois des noms là, dans la colonne de nos participants, puis il y a des gens de ce milieu-là qui viennent aussi. Ils n'ont pas nécessairement ce discours-là autour de la table et ça ne fait pas partie non plus nécessairement des enjeux stratégiques qu'ils ont non plus, là, d'être plus présents au niveau social. J'aimerais ça qu'on prenne 2 minutes, là, puis que vous me décortiquiez un petit peu, là, pourquoi on en parle au-delà de juste ce qu'on fait comme mission. Linda? Moi, je dirais qu'on en parle plus fortement depuis 5-6 ans à peu près, parce qu'en fait, ça devient une demande des bailleurs de fonds. C'est la première raison, selon moi, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, on regarde un petit peu avec les formations évoluer les choses avec le temps. Et on sentait déjà, on était précurseurs au CSMO, on sentait que ça allait arriver du haut vers le bas, ce qui est la pire des choses à avoir. Mais donc, il y a une demande des bailleurs de fonds de plus en plus que de faire des mesures d'impact social. Alors, c'est très simple. Dans leur tête, ils se disent, je t'ai financé ce projet-là ou cette activité-là. Qu'est-ce que ça a donné dans la communauté? En gros, c'est ça. En fait, nous, au CSMO, on a ce que j'appelle une boucle de référence. C'est un mot bien compliqué pour quelque chose de simple. C'est qu'en fait, les organisations du secteur, économie sociale, action communautaire et les autres organisations, mais surtout celles-là, répondent à un besoin de la communauté ou à une aspiration de la communauté. Donc, on met en place un service, des activités, des projets, des programmes pour répondre à ces besoins. C'est notre boucle de référence. Elle est plus complexe que ça, mais en gros, ça veut dire ça. Donc, premièrement, à cause des demandes de bailleurs de fonds. Deuxièmement, il y a une volonté de plus en plus grande des organisations de mieux se connaître, de déterminer avec justesse leur contribution dans la communauté, de montrer qu'ils répondent aux besoins et ça permet de démontrer ça autant à la communauté, ça permet de démontrer cela aux organisations qui sont partenaires, au grand public, mais aussi aux bailleurs de fonds et ça permet parfois d'augmenter le financement quand ça arrive. Donc, en fait, pour eux, c'est de se connaître mieux. Là, j'entends quelqu'un qui me dirait dans la tête, on se connaît déjà, pas besoin d'aller faire une étude, on se connaît. Oui, on se connaît, mais c'est ce qu'on appelle une sorte de senti. Vous voyez le mot là, je sens qu'on est bon, je sens que ça fonctionne. Et vous avez raison. Mais si on regarde du côté d'une démonstration vraiment pas à pas, tant pour le bailleur de fonds que pour soi-même, on peut aller tirer beaucoup plus d'informations en faisant une démarche de besoin d'impact social. Parfois, on se rend compte que oui, on répond à 100% à l'activité, puis là, ça devient comme quelque chose qui donne un sentiment d'appartenance plus fort à l'équipe. Parfois, on se dit il y a des choses qu'il faudrait qu'on repositionne autrement dans l'activité ou le service. Et ça devient un atout, ça devient quelque chose qui nous permet de réajuster l'activité ou le service en fonction de la réponse aux besoins pour lequel on l'a créé, ce service-là, au départ. Ça, c'est la chose. L'autre chose pour laquelle on entend de plus en plus parler, donc demande bailleur de fonds, volonté de mieux se connaître et de déterminer nos effets ou notre contribution. Troisièmement, les certifications qui naissent là. Je prends juste l'exemple de B Corp, par exemple. Ça, c'est une certification qui fait en sorte que le public et le privé valorisent de plus en plus le travail, la collaboration ou encore l'approvisionnement auprès d'organisations certifiées B Corp. Donc, en fait, c'est quoi le B Corp? Si on regarde la définition, puis je la lis, c'est engagement à créer de la valeur durable en répondant aux normes les plus élevées d'impact social et environnemental. Et là, tout à l'heure, je parlais d'ADN au début. C'est dans notre ADN, ça. Et donc, l'idée, c'est de le faire valoir. On a déjà un pas d'avance dans notre secteur. Faisons-le valoir, faisons-le reconnaître, ce pas d'avance-là. On le fait déjà, ça, s'engager à créer une valeur durable en répondant aux normes les plus élevées d'impact social, on le fait. Donc, c'est aussi une autre raison pour laquelle on voit de plus en plus, on entend de plus en plus parler de ça. Là, je me tais parce qu'il y a 2 autres panélistes. Mais
Il y a un élément que je trouve intéressant, puis Timur, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu, c'est à quel point, lorsqu'on fait les démarches, ça a un effet de mobilisation dans les employés, les bénévoles, puis, parce que tu parlais des bailleurs de fonds, là. Mais moi, dans mon utilisation, je me rends compte qu'il y a aussi l'effet au niveau des autres parties prenantes. Nos participants, nos bailleurs de fonds, c'est une chose, mais nos employés, nos bénévoles et aussi, dans certains cas, là, les donateurs et les autres types de bailleurs de fonds, commanditaires et donateurs, là, qui ne sont pas nécessairement des subventionneurs. Là. Timur, je sais qu'à travers ce que vous faites, vous le faites décanter quand même dans l'ensemble de la structure d'une organisation. Comment vous le faites là, pour que ce soit vraiment mobilisateur? OK. Alors, je vais répondre à ta question, Stéphane. Je veux juste dire que je suis d'accord avec tout ce que Linda a dit à la réponse d'avant, que j'ai trouvé que c'était très, très clair. Par contre, je veux juste revenir sur l'aspect B Corp, si on a le temps, parce que ça nous touche beaucoup. Chez Credo, on est B Corp, on accompagne des organisations à devenir B Corp. Et pour nous, il y a une distinction très importante à faire entre impact social et B Corp. Donc, si on peut y revenir, ça m'intéresse. Mais donc, pour revenir à ta question, Stéphane, donc pour reformuler ta question, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la démarche de réflexion sur l'impact social percole dans l'entièreté de l'organisation et mobilise que l'ensemble des gens... Que ça serve comme un outil de mobilisation aussi et de rayonnement supplémentaire. Mais l'impact social, donc, pour revenir à la définition sur laquelle on était tous les trois d'accord, Sophie, Linda et moi, l'impact social, c'est vraiment l'ADN de l'organisation. Right? Ce n'est pas un nice to have, ça fait partie de la mission de l'organisation. À partir du moment où ça fait partie de la mission de l'organisation, en fait, nous, la question principale à laquelle on cherche à répondre quand on parle d'impact social ou quand on parle d'évaluation d'impact social, c'est en fait, est-ce que moi, comme gestionnaire, comme organisation communautaire, comme OBNL, est-ce que je progresse dans ma mission? Est-ce que j'avance dans le sens où je suis censé avancer? À partir du moment où on pose la question de cette manière-là, on se rend compte qu'en fait, très rapidement, tout le monde cherche à répondre à cette question. Tout le monde dans l'organisation a une perspective à apporter parce que tout le monde, en travaillant sur le terrain, que ce soit en travaillant en première ligne avec les bénéficiaires finaux ou que ce soit en travaillant en arrière dans la comptabilité ou dans les RH, etc., tout le monde a une vision de la manière dont l'organisation fonctionne et dans la manière dont l'organisation avance vers ce but ultime qu'elle s'est fixé. À partir du moment où on arrive à formuler la question de l'impact comme étant au centre des activités, c'est beaucoup plus simple d'arriver à mobiliser des gens et c'est beaucoup plus simple de s'assurer que tout le monde comprend quelle est la valeur ajoutée. Parce que, et je vais peut-être terminer avec ça, pour nous, c'est vraiment une question de prise de décision. C'est de reformuler en disant aujourd'hui, qu'est-ce que tu essayes de décider en tant qu'organisation? Et à partir de là, comment est-ce que tu mobilises tes ressources et tu récoltes les données nécessaires pour prendre cette décision? Et ça nécessite toujours de s'intéresser à l'impact puisque c'est au cœur de tout ce que tu fais. Je pense que la première étape, je ne sais pas, Sophie, si tu as des conseils là-dessus, c'est commencer par voir ce qu'on fait en termes de mission avant, parce qu'il y a impact direct et impact indirect. On va parler des impacts tantôt indirects parce que je trouve que c'est important. Mais déjà, juste d'avoir tu parlais de KPI tantôt, là, de faire d'un premier constat sur qu'est-ce qu'on livre comme service puis à quel point ça contribue à notre clientèle ou à nos bénéficiaires. Oui, je pense aussi que, et je suis bien d'accord avec Timur et avec Linda en particulier, en fait, pour moi, l'impact social, c'est vraiment un pas vers une transparence. C'est une transparence, comme on dirait en anglais, radical transparency. C'est une transparence radicale. C'est presque une conséquence des désastres financiers comme Enron ou des grandes entreprises, même si ce n'est pas des OBNL. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu un moment dans la société où des grandes entreprises, etc., ont pu en fait opérer dans le noir sans qu'on sache ce qui se passe. Et je pense que c'est maintenant la marée. Donc, l'impact social représente en fait un devoir et un désir de la part du public, et comme l'a très bien dit Linda, des bailleurs de fonds, de vouloir savoir, mais qu'est-ce qui se passe derrière vraiment. Donc, de ce côté-là, et ça touche sur ce que tu as mentionné, Stéphane, c'est que, en fait, ça devient aussi un outil pour pouvoir rassembler et aussi, disons-le, un outil de communication pour pouvoir, en fait,
autant à l'interne qu'à l'externe, mais c'est beaucoup plus à l'externe, pour pouvoir motiver du financement, pour pouvoir motiver des donateurs, pour pouvoir en fait faire du storytelling. Ça fait partie aussi du storytelling. Immensément. Et ça, Timur l'a très, très bien dit parce que une fois que tu peux en fait évaluer tes étapes et dire oui, on est arrivé là et on vous a promis qu'on arriverait là, en fait, ça vous donne l'occasion de continuer. Et c'est juste... Peut-être un exemple concret pour l'illustrer, parce que, tu sais, on parle beaucoup de storytelling. Dans le milieu des OBNL, c'est un concept qui n'est pas nécessairement bien compris. Tu sais, moi, je donne souvent l'exemple dans le milieu du festival de dire que j'ai un festival qui crée des problèmes de circulation, de bruit, qui crée des déchets, puis que de l'autre côté, bien, pour compenser le négatif, souvent, on va présenter les impacts sociaux sur les bénévoles, comme quoi c'est souvent une première occasion de travail. Fait que des fois, on vient aider à faire passer un message qui dit que le festival, c'est autre chose que juste un spectacle. C'est plusieurs impacts dans une communauté. Avez-vous d'autres exemples de ce genre-là où on a vraiment pris les résultats des mesures puis on l'a transformé soit en action, soit en message, vraiment, pour que ça soit plus concret? Parce que là, on parle beaucoup des concepts, là, mais je sais que les gens qui sont à l'écoute ont besoin de concret sur « Ah, je peux l'utiliser comme ça demain matin. » Ben, si je peux me permettre, on connaît tout. Je pense qu'une des grandes, en fait, et c'est un exemple pas d'une entreprise qui a eu un côté OBNL qu'on connaît tous. C'était une des premières, c'est les chaussures Toms. Right? On les connaît tous au début lorsqu'ils sont lancés. C'était immense. L'idée, c'était que chaque fois que tu achètes une paire de chaussures, tu es en train d'acheter une paire de chaussures aussi pour des jeunes ou des personnes qui sont dans des pays du tiers-monde, par exemple. Et comme plusieurs années plus tard, maintenant, ils ont compris en évaluant leur impact social qu'en fait, ils étaient en train de faire du mal au marché local qu'ils essayaient de soutenir parce que les personnes qui faisaient des chaussures dans ce pays du tiers-monde ou dans cette communauté, maintenant, n'avaient plus de job. Okay. Et qu'en fait, donner ces chaussures de l'extérieur était en train de nuire à l'économie locale. Donc, c'est une façon, et au lieu de l'utiliser comme et leur storytelling était excellent parce qu'ils l'ont dit à voix haute et ils ont fait un exercice de pensée pour repenser en fait leur modèle. Et maintenant, en fait, chaque paire de chaussures contribue à un fonds qui soutient les entrepreneurs locaux et l'éducation, etc. Donc, self-empowerment, au lieu d'être on vient de l'extérieur. Donc, c'est un exemple de loin, mais c'est vraiment le data et le storytelling bien utilisés ensemble. Parfait. Linda, tu veux-tu rajouter quelque chose là-dessus, sur les exemples? Oui, ben moi j'aurais deux exemples rapidement. Mais ce n'est pas forcément négatif, positif, hein, mais il y a effet direct, effet indirect. Je pense que c'est ça qu'on veut dire en fait, hein, avec l'exemple de Sophie. Donc en fait, je prends un exemple, c'est la griffe d'Alpha qui avait mis en place, c'est un organisme qui avait mis en place communautaire, qui avait mis en place des ateliers de développement global de l'enfant, mais surtout l'engagé de l'enfant en dialogue parent-enfant. Donc le parent accompagnait l'enfant. Et donc ce qu'ils souhaitaient, c'est avoir un impact direct, et ils l'ont eu, sur le développement global de l'enfant. Par contre, ils ont eu des effets indirects auxquels ils n'ont pas pensé du tout. C'est que, et je m'excuse auprès des messieurs, il doit sûrement y avoir d'autres messieurs que ceux que je vois à l'écran, donc dans les participants, mais c'est souvent la maman qui accompagnait l'enfant à l'atelier. Et donc, ils ont réalisé que pour les mères, c'était extraordinaire l'impact que ça avait. Elles sortaient de la maison, elles socialisaient, elles ont fait des réseaux, etc. Donc, il y a des effets directs, des effets indirects. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à notre mission, mais aller voir plus loin dans l'activité, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet direct et indirect. L'autre exemple que je trouve très intéressant, on avait fait il y a quelques années la mesure d'impact social des télévisions communautaires autonomes du Québec, donc pour la fédération. Et je vous dirais que quand on a fini la mesure d'impact social, notre partenaire a dit, écoute, c'est hallucinant, c'est une carte de visite pour nous, on les trimballe partout. Et là, ils ont pu avoir, je ne dis pas que c'est systématique, mais ils ont pu avoir une augmentation du financement. Mais j'ai appris des années plus tard qu'une télévision communautaire, je ne sais plus dans quelle région, avait besoin d'acheter un bâtiment parce qu'on les mettait dehors du local qu'ils occupaient en tant que locataires, bien sûr. Et on leur a dit, écoutez, on ne peut pas vous financer, c'est impossible. Une télévision communautaire, ça peut mourir demain matin, etc. Le gars, il est reparti dans son bureau, il est allé chercher le document, il l'a apporté, il dit, regarde, c'est ça qu'on fait, nous, c'est à ça qu'on sert dans la communauté. Et il a eu son financement par l'institution financière. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Merci.
Je ne sais pas si les participants avaient quelques questions ou commentaires à faire. Je vous invite à les faire à fur et à mesure. Bon, c'est sûr qu'on va passer un petit peu plus de temps. J'aimerais ça vous reveniez un petit peu plus sur la différenciation entre les impacts externes et les impacts internes. Je reviens encore à ce qu'on disait tantôt. On a tous une mission à accomplir. Dans bien des cas, pour beaucoup d'organisations, ben, c'est juste la mission qui existe. Il y a plus que ça. Puis j'aimerais ça vous entendre vraiment là-dessus un petit peu plus. Là. Timo, on va peut-être commencer avec toi. Tu as commencé tantôt à en parler un petit peu de l'externe, là, mais j'aimerais ça que vous développiez plus un peu là-dessus. J'ai l'impression qu'on donne toujours la parole au masculin donc, en premier. Donc peut-être que dans les prochaines questions, on peut commencer à alterner. Mais je veux bien commencer avec celle-là. Mais la question des impacts internes versus externes, pour nous, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, elle reste directement associée à la question est-ce que je progresse vers ma mission et à partir du moment où je pose cette question-là, évidemment que je vais vouloir m'intéresser à la fois à la manière dont je fais les choses en interne et aux ressources que je vais devoir mobiliser, c'est-à-dire ça peut être autant les ressources humaines, donc les bénévoles que j'ai, mais les personnes qui font partie de l'équipe. J'aime beaucoup le fait que le prochain événement va parler de la santé mentale pour les gestionnaires. Je pense que c'est, un gestionnaire de BNL, c'est une ressource critique pour l'accomplissement de la mission. Donc, on va vouloir s'intéresser au bien-être de ces personnes parce qu'on le conceptualise comme étant une partie intégrale du succès de l'organisation. Et les impacts externes, si on le formule comme étant les effets recherchés sur le public cible et sur les personnes avec qui l'organisation travaille, on va les mesurer puisque ça va être la meilleure manière pour l'organisme de définir s'il atteint, oui ou non, les objectifs qu'il s'est fixés. Je sais qu'on va parler de l'évaluation un peu plus tard, donc je vais pas rentrer trop là-dedans, mais c'est quelque chose auquel Sophie a touché au tout début et que j'ai trouvé vraiment pertinent. Et je pense que c'est quelque chose que je veux appuyer parce que ça rentre justement dans cette question des impacts internes versus des impacts externes. C'est la question de laisser les organismes choisir les indicateurs avec lesquels ils veulent travailler. Et la mesure d'impact, on sait, je veux dire, on fait des mandats là-dedans, je sais que Linda aussi, on sait qu'il y a cette perception que c'est quelque chose qui coûte énormément, qui nécessite de mobiliser énormément de ressources, etc. Et en fait, d'expérience, c'est le cas parce qu'on a cette approche de l'évaluation d'impact qui est extrêmement large, où on va partir à la pêche, à tous les impacts. On va vouloir savoir tout ce que l'organisation a fait, ever, sur toutes les personnes qui sont rentrées en contact de près ou de loin avec l'organisme. Mais ça nécessite des ressources énormes, ne fût-ce que pour ne voir que la surface. Et c'est la raison pour laquelle, c'est possible de financer ça dans certains cas, mais c'est la raison pour laquelle nous, on encourage les organismes, surtout les organismes qui ont peu de moyens, à démarrer petit et à se concentrer sur l'utilité de la chose. Et de commencer avec cette question, est-ce que je progresse vers ma mission? Et ça permet pour l'organisme de savoir exactement ce que l'organisme cherche et donc de choisir les indicateurs qui sont les plus utiles pour eux et de voir une valeur ajoutée très, très rapidement, de pouvoir inclure ça dans le decision making, dans la prise de décision de l'organisme et de voir rapidement la valeur ajoutée de ce genre de démarche. Et ensuite, de pouvoir mobiliser le plus de parties prenantes possible autour de ces quelques questions simples, plutôt que de démarrer des démarches énormes. Et je veux dire, j'adore les démarches énormes. Hein. Je suis sociologue, je fais de la mesure d'impact. Si c'est pour mesurer des choses, moi j'adore faire ça. Hein. Mais le but, c'est que ce soit utile pour l'organisme. Donc c'est vraiment ce que nous, on cherche à faire. Donc entre questions d'impact externe, interne, direct, indirect, etc., pour nous, l'important, c'est de ramener la question à qu'est-ce qui est utile pour vous? C'est quoi les décisions que vous devez prendre aujourd'hui? Et quelles sont les quelques questions qu'on peut poser rapidement et qui vont vous donner les données nécessaires pour pouvoir prendre cette décision et avancer. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? Je trouve ça vraiment, je suis tellement d'accord avec Timur, à 100%. L'idée d'un OBNL qui peut choisir son data, ses mesures, je pense que c'est essentiel. Sinon, c'est vraiment, c'est beaucoup. Aussi,
sachons-le, et moi, j'œuvre beaucoup plus, en fait, avec les OBNL qui sont dans la philanthropie. Et sachons-le, on est vraiment dans un monde où lorsque les donateurs ou lorsque quelqu'un veut les soutenir, la première question qu'ils posent, c'est « mais où va l'argent ?» Je veux que ça aille à l'enfant et pas vraiment comme à l'interne ou acheter des post-it. Ça ne m'intéresse pas. Donc, sachant, si on prend ces infos qui font vraiment partie de la philanthropie courante, les gens veulent avoir un impact, mais un impact sur le côté du storytelling qu'ils connaissent et pas nécessairement sur le côté interne qui, en fait, a besoin de ces ressources si nous allons récolter du data, si nous allons vous prouver combien on progresse dans notre mission. Donc, je trouve ça, c'est intéressant parce qu'il est essentiel, à mon avis, que ces OBNL puissent choisir le data pour, en fait, pouvoir équilibrer ces demandes. Si on pouvait en fait savoir qu'un donateur donnerait pour qu'on ait des ressources à mettre vers l'impact social, à mettre vers, par exemple, augmenter des salaires pour qu'on puisse avoir une expertise et qu'un employé n'ait pas à avoir 35 rôles, c'est super. Mais c'est le côté qui me tracasse un peu, et comme l'a bien dit Timur, la santé mentale, c'est rajoutant cette demande d'impact social sur les OBNL. Je suis tout à fait d'accord que c'est nécessaire, mais je suis aussi tout à fait convaincue qu'il faut que ce soit flexible et versatile. Linda, tu voulais toi aussi rajouter, je pense? Ben, écoute, moi, je vais dans le sens de Timur et de Sophie. Écoute, nous, vraiment, au comité sectoriel, on l'a toujours d'ailleurs dit il y a 20 ans déjà en disant il ne faut pas que ça arrive d'en haut pour aller vers le bas. Je suis désolée, le top-down, il ne faut pas y penser. Ouais. Donc, en fait, nous, on veut vraiment qu'il y ait une autonomie du secteur pour penser à ça, développer. On n'ira jamais forcer un organisme ou peu importe à aller essayer de faire une mesure d'impact social. Pour nous, on nous approche, on les soutient, on les aide. Puis comme Timur et comme Sophie, on veut que ce soit simple, que ce soit... Et c'est toujours très collaboratif. Donc, de notre côté, ils vont décider quelle activité, quel service. On les guide. Hein? On leur dit, si tu dois prioriser, c'est en fonction de tel critère. Veux-tu prioriser en fonction de celui-là? Là, ils décident et là, on travaille avec eux. Donc, c'est le concert. Je suis tout à fait d'accord avec les deux autres panélistes. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit de la libre décision, claire, éclairée, et que ce soit quelque chose qui leur serve, qui soit utile. Et je rappelle, je l'ai déjà dit, puis ça va dans le sens de ce que Timur et Sophie disent aussi, c'est véritablement très important aussi à l'interne, parce que quand on voit, moi je vous dis, la griffe d'alpha, l'exercice, l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, de développement global de l'enfant, d'IAD parent-enfant, écoutez, quand on a livré les résultats à l'équipe de travail, honnêtement, là, je pense qu'ils étaient en train de crier de joie, elles, parce que c'était toutes des femmes, en train de crier de joie à quel point c'était pour eux. Hein, on réussit ça, on n'aurait jamais pensé. Et là, ça a donné, là, écoute, je m'excuse, un woof, là. Écoute, c'était impressionnant. Ça a duré 2 semaines comme ça, où ils m'appelaient régulièrement pour me dire, Linda, ça a changé des choses et tout. Donc, c'est très important à l'interne aussi. Ça appartient à qui la responsabilité? Parce qu'on a souvent la discussion dans les modèles de gouvernance, est-ce que c'est une responsabilité de direction ou c'est une responsabilité de conseil d'administration? Comment, dans le quotidien, vous l'intégrez dans le processus de gestion? Sophie, chez vous, vous le faites comment? Écoute, honnêtement, tu es en train de parler à quelqu'un qui travaille vraiment like grassroots. Donc, pour moi, on est tous là-dedans ensemble. C'est le conseil d'administration, c'est moi, c'est l'équipe. Toutes ces questions sont partagées ensemble et on y pense ensemble parce que ça a un impact sur nous tous ensemble. Donc, mais si je parlais à un OBNL qui est un peu plus large, écoute, on a tous dit au début, si ça fait partie de l'ADN de ta mission et c'est ce qu'on aimerait, mais il va falloir que toutes les parties prenantes essentielles soient d'accord. Donc, ton conseil d'administration, ta direction, we need to own this. Parce qu'une des choses que je voulais juste rajouter, c'est qu'on oublie parfois l'impact humain de l'impact social. Qu'est-ce que tu veux dire? L'impact. Et ce que je veux dire par ça, c'est ça va avoir un impact sur les gens à l'interne, les employés, sur leur vie de tous les jours, leur façon d'approcher les résultats, d'approcher même leur travail pour pouvoir récolter le bon data. Et ça a un impact sur les gens à l'externe. Et je ne veux juste pas qu'on oublie la pression que ça peut mettre. Donc, c'est ce que je veux dire vraiment quand je dis n'oublions pas l'impact humain de l'impact social. In the end, on est en train de parler d'être humain. Et il faut qu'ils puissent continuer. Donc, oui, je pense que toutes les parties prenantes doivent vraiment faire partie de cette décision.
Non, parce que c'est le genre de nouvelle activité qu'on se dit, encore une autre affaire qui se rajoute dans le cadre de nos ressources limitées. Puis on se dit, bon, ça vaut-tu vraiment la peine d'y consacrer du temps et de l'énergie, là? C'est pour ça que l'élément de mobilisation devient vraiment important. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Simon, sur ce que Sophie vient de dire? Non, pardon, c'est d'habitude, On fait on ça. fait comme ça quand on est d'accord avec quelque chose, Ouais. c'est des signaux non-verbaux. Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais qu'il y a un élément, je sais que c'est un peu moins dans le scope, dans l'étendue de cette conversation ici, mais en fait, un des éléments qu'on cherche à pousser très fort dans le travail qu'on fait chez Credo, c'est dans les discussions qu'on a avec les bailleurs de fonds. Parce que pour nous, et pour appuyer ce que Sophie vient de dire, c'est de réaliser que c'est d'aider les bailleurs de fonds à réaliser que quand ils demandent toujours des données supplémentaires, des efforts supplémentaires, ça a un coût assez important pour les organisations. Et donc, pour nous, la question de la responsabilité, elle commence par la responsabilité des bailleurs de fonds. Et elle commence par s'assurer que quand un bailleur de fonds veut de la reddition de comptes, veut de l'impact social, c'est normal, je veux dire, ça fait partie de la relation transactionnelle qu'un bailleur de fonds peut avoir avec un organisme, la question de la transparence, la question de savoir où l'argent va, mais au-delà de ça, on veut aussi s'assurer qu'il y a une utilité pour l'organisation et que pour l'organisation finale et qu'on n'est pas juste en train de demander à l'organisation sur le terrain de mesurer un petit peu quel a été le retour social sur l'investissement et de renvoyer ces données vers le haut de l'ascenseur, mais que ça serve pour l'organisme dans sa prise de décision aussi. Parce qu'au final, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est un organisme, une organisation, ça prend des décisions tout le temps. Et ça prend ces décisions sur base de son impact, puisque son impact, c'est sa mission, c'est sa raison d'être. À partir de ce moment-là, comment est-ce que le bailleur de fonds peut soutenir l'organisation en lui permettant de prendre les meilleures décisions possibles? Et ça passe par de la mesure d'impact. Traditionnellement, notre clientèle, nous, c'est ça. Là, je commence à. Oui, vas-y, Linda. Vas-y, Linda. Oui, alors moi, je rajouterais sur ce que Timur a dit, je suis totalement d'accord. Je rajouterais une chose, c'est qu'il faut vraiment que les bailleurs de fonds qui font la demande d'une mesure d'impact social dans la reddition de comptes se mettent à la financer, cette mesure d'impact social-là, au-delà du financement que l'on donne au niveau de l'activité ou du service. Là, je pense qu'il est grand temps. Nous, au CSMO, on le dit, le TIES aussi le dit régulièrement. Il y a une déclaration qui a été signée. Écoutez, il faut vraiment que ça rentre dans le cerveau des bailleurs de fonds. Écoute, c'est pas gratuit, c'est du travail. Et là, honnêtement, il faut vraiment que ça change. Je suis désolée, mais il fallait que je le dise. Mais tu as tout à fait raison. Il y a plein d'éléments de philosophie qui doivent changer au niveau des bailleurs de fonds, sur la quantité de reddition de comptes qui est demandée, sur la capacité aussi. Le modèle de financement à projet qui détériore le financement à la mission, c'est d'autres problèmes. On ne les réglera pas aujourd'hui. Mais à la base, nous, notre clientèle, c'est principalement des éléments, des gens de direction. Puis j'aimerais ça qu'on prenne 2-3 minutes pour essayer de les équiper sur comment ils peuvent sensibiliser leur CA à commencer à intégrer ces principes-là dans les outils et qu'il y ait des débuts de réflexion qui se fassent dans les conseils pour qu'on intègre ça dans les plans stratégiques. Linda, je te vois hacher, je suis sûr que tu as plein d'idées. Oui, ben, écoute, en fait, comme les deux autres panélistes l'ont dit, en fait, il faut comprendre que c'est utile autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, en fait, l'argumentaire qu'on est en train de bâtir ensemble depuis quelques minutes déjà, c'est de dire, écoute, ça va permettre d'abord, de véritablement savoir si, et comme Sophie et Timur le disent, si tu t'enlignes bien par rapport à ta mission, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut réviser, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut repositionner par rapport à tes activités, tes services? L'autre chose, c'est que c'est une carte de visite. On a parlé tout à l'heure, je ne sais plus, je m'excuse si c'est Timur ou Sophie qui en a parlé, j'ai plus le sentiment que c'était Sophie, mais c'est aussi un outil de communication en bout de ligne, c'est un outil de communication. Donc, c'est une carte de visite, c'est un tremplin pour se faire connaître, se faire reconnaître. C'est véritablement un positionnement qu'on peut avoir au niveau d'une communauté, donc face à des bailleurs de fonds, ils sont positionnés dans la communauté, ils répondent aux besoins, aux aspirations de la communauté. Je pense que le CA devrait se positionner par rapport à ça. Oui, comme Timur le dit, comme Sophie le dit, c'est du travail. C'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher, c'est du travail, mais le bénéfice est important. Puis je dirais honnêtement,
Il y a de plus en plus, moi je le vois avec le temps, avec les formations qu'on donne et les conférences, il y a de plus en plus d'organisations qui veulent se lancer là-dedans parce qu'ils voient que c'est utile et important, que c'est vraiment important et ça leur permet de se positionner, d'avoir leur place et d'être reconnus. Alors je m'arrêterai là, mais honnêtement, c'est un argumentaire qu'on bâtit depuis qu'on a débuté ce panel et je pense qu'il faut vraiment en être conscient. Ceci dit, évidemment, en se disant que oui, il faudrait avoir des financements rattachés à ça, puis il faut qu'ils viennent dans ces équipes. C'est un élément de mobilisation, si je vous entends, Sophie. Oui. Oui, si je peux rajouter, je suis comme d'habitude d'accord avec, avec Linda. Mais je dois dire aussi, comme par exemple, si c'est bien fait, je pense aussi que ces mesures d'impact social, l'autre avantage peut être qu'ils donnent une voix à des personnes dans l'organisme qui n'en ont pas une souvent. Donc, je donne un exemple. Je passe partout est un organisme avec lequel on a travaillé qui œuvre dans Hochelaga Maisonneuve. Ils essaient de contrer le taux de décrochage scolaire qui était, lorsqu'ils ont commencé, de 72 ou 73 il y a 30 ans. Donc, au secondaire, les gens décrochaient. Maintenant, c'est à 42 aujourd'hui. Donc, si on pense, par exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des tuteurs qui partent avec des iPads et vont aider et offrir du tutorat aux jeunes à la maison, ceux qui sont en danger de décrocher. Mais l'impact secondaire de ça, c'est que souvent, ces jeunes font partie de familles où les parents ont décroché et n'ont pas vraiment accès à l'Internet. Donc, les parents, souvent, ils tournent un peu autour et ils sont eux aussi en train d'apprendre. Ah oui, alors c'est comme ça que tu surfes le web. Excuse-moi, je n'ai pas la traduction exacte en français. Mais ah d'accord, alors c'est comme ça. Donc, il y a comme un second niveau de, OK, ce n'est pas un monde qui m'est complètement fermé et qui a un impact, par exemple, sur les adultes qui, après, souvent, parfois, commencent à mieux soutenir les études de leurs enfants, dans le sens que c'est un peu moins étrange, pas étrange, mais c'est un peu moins gênant aussi. Donc, il y a des impacts secondaires et ces tuteurs qui partent pour Je passe partout, ils ont ce data. C'est quand même une forme de data, cet effet secondaire. Donc, si on présente cette stratégie à notre CA, à notre équipe, de cette manière, de leur dire, en fait, this is just storytelling. Ce qu'on veut, c'est entendre vos histoires et de celles-ci, nous allons prendre celles qui sont les plus pertinentes autant à l'interne, comme l'ont bien dit les autres panélistes, pour qu'on puisse prendre des décisions, et à l'externe pour pouvoir propager notre histoire et aller chercher plus de soutien. Écoutez, il nous reste 10 minutes. On a quelques questions qui sont rentrées. J'aimerais ça qu'on les traite parce qu'on peut, on manquerait pas de discussion là, pendant des heures et des heures. Là. Il y a quelqu'un qui demande quels sont les bons éléments de storytelling. Je pense, Sophie, c'est peut-être toi qui en as parlé le plus. Là. Pourrais-tu donner un petit peu plus de jus là-dessus? J'adore le storytelling. Donc, je viens de parents journalistes, j'en étais une aussi. Pour moi, les bons éléments sont vraiment d'aller chercher l'histoire individuelle. Premièrement, ce n'est pas l'histoire d'une communauté entière, c'est vraiment d'aller chercher quelle est l'histoire de José ou de Marc et de vraiment, pour moi, l'élément de storytelling, c'est d'aller vraiment partager comme si tu étais en conversation avec quelqu'un. D'oser poser les questions un peu plus intimes, ça, il faut vraiment développer de la confiance et savoir comment le partager en morceaux. Il y a un très bel exemple pour ceux qui demandent, allez voir Humans of New York. Même ici à Montréal, Humain avant tout. Il y a plusieurs belles plateformes sur Instagram, sur Facebook, qui partagent des histoires qui sont en fait des exemples de plus grands problèmes sociétaux, mais qu'on est en train de les distiller en une histoire personnelle. Et c'est ça, une histoire de storytelling puissante. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'on parle de mesures d'impact, qui parle de statistiques. Fait que souvent, l'interprétation des statistiques ou des chiffres qu'on sort, les ratios d'investissement, $1 donne tant de résultats par la suite, c'est pas la finalité. Là. Toi, ce que tu dis, c'est de ramener un côté humain là-dedans, de l'associer à des histoires. C'est un petit peu comme quand on fait un travail de persona marketing, quand on fait un travail de personnalisation, puis d'arriver avec... moi, j'aime beaucoup un exemple qui est vraiment flagrant. Je ne sais pas si vous avez vu, l'itinéraire, il y a de ça, il y a 2 ans, avait sorti son rapport annuel avec un vidéo par la suite où c'était les camelots qui venaient témoigner. Il y a aussi peut-être cet élément-là qui devient intéressant dans le positionnement
puis dans la communication aussi sur l'utilisation. Parce qu'au bout de la ligne, ça nous donne des chiffres. Ces chiffres-là nous donnent des tendances, puis après ça, il reste à compter l'histoire de la tendance, là, si j'ai bien compris. Là. Timur, oui? Ah, Linda, est-ce que tu veux partir? Vas-y, Timur, je parlerai après toi. OK. Mais j'aime beaucoup l'approche de Sophie et la dimension humaine. On est complètement alignés à ce niveau-là. C'est important de remettre le qualitatif au cœur des discussions qu'on a. Moi, je rajouterais peut-être un élément sur la partie storytelling. En fait, pour nous, c'est d'avoir une stratégie claire. C'est d'avoir un chemin qui fait du sens et qui fait le lien entre quel est, d'abord à la base, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu social ou environnemental auquel on fait face? Et puis ensuite, c'est quoi l'obstacle qui fait que cet enjeu est toujours là? Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce problème dans la société? Pourquoi on n'a pas réussi à le régler aujourd'hui? Et ensuite, comment est-ce que moi, mon organisme, vient à surmonter cet obstacle? Parmi les activités que je mets en œuvre, qu'est-ce qui répond, qu'est-ce qui contribue à répondre, en tout cas, aux obstacles existants? Et c'est d'avoir vraiment ce côté un petit peu à la Pixar, qui sont un peu les rois du storytelling depuis des années maintenant, d'avoir un flow concret et de pouvoir y attacher justement les histoires individuelles de toutes ces personnes qui viennent s'intégrer et qui viennent concrétiser, cristalliser en fait les changements amenés par l'organisme dans une expérience humaine et réelle. Dans le fond, tu prends le rapport d'activité que tu remets à ton AGA et tu le transformes en livre d'histoire presque. Je l'illustre à l'extrême. Tu peux effectivement, et que le rapport de ton AGA commence avec une explication claire de comment est-ce que ton organisation contribue à résoudre quelque chose, et puis tu mets en avant les gens qui sont l'exemple même du succès de tes activités. Linda? En fait, nous, au comité sectoriel, on n'a jamais approché la mesure d'impact social comme étant quelque chose de quantitatif. Au-delà de ce que j'appelle le dénombrement au niveau de la reddition de compte, nombre de participants, nombre d'activités, etc., etc., on a toujours considéré ça d'un point de vue qualitatif. Donc, ça rejoint un peu, sans être vraiment de la storytelling, mais ça rejoint un peu, c'est que nous, on va vraiment aller chercher de l'information, donc la donnée, auprès du participant, auprès de l'animateur, auprès du parent, si parent il y a, donc toutes les populations cibles, donc tout ce qui tourne autour du projet qui pourrait nous informer. Exemple que je donne, Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, à l'époque, le partenaire m'avait dit « Écoute, je suis content, j'ai eu toutes les données des 45 DG, à l'époque, il y avait 45 télévisions communautaires, 45 DG des télévisions communautaires pour que tu puisses les appeler. » J'ai dit « Écoute, je t'aime beaucoup, mais je les appellerai pourquoi? » Et le pauvre, c'est pas de sa faute. Là, il me dit « Mais pour mesurer l'impact social. » Donc, non. J'ai dit, moi, je vais aller mesurer l'impact social auprès de téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui l'écoutent, à quoi ça leur est utile, qu'est-ce que ça leur donne comme information, etc. Donc, nous, on procède toujours comme ça au comité sectoriel. C'est véritablement, c'est pas de la storytelling au sens pur et dur du terme, mais c'est véritablement des entretiens individuels ou des groupes de discussion et vraiment, pas à pas, aller chercher l'information auprès de tous ceux et celles qui peuvent nous la donner, mais d'un point de vue qualitatif. C'est ce que je voulais rajouter. C'est une autre question qu'on a eue qui est rentrée de Mme Fraser. Claire, c'est facile de trouver nos impacts positifs, mais il est plus difficile d'évaluer nos impacts négatifs, internes comme externes. Comment s'y prendre et à quel point c'est important quand on parle de nos impacts? Parce qu'on a mis, depuis le début de la rencontre, on a parlé beaucoup de ce qu'on faisait de bien, mais comment on prend conscience de ce qu'on fait de mal pour l'améliorer? C'est une autre façon de l'amener, là, parce que on le fait souvent dans le début de processus de réflexion stratégique, de faire un genre de SWOT qui est peut-être l'outil très régulier, mais qui n'est peut-être pas l'outil qui est le plus adapté. Là. Timur, tu étais le premier à lever la main. Je vais t'écouter en premier. Mais en fait, je vais en profiter de manière très détournée pour reparler aussi de la question que j'avais voulu soulever, celle de la question de la certification B Corp. Et je vais l'utiliser pour répondre à cette question-là, en fait. Pour nous, il y a deux niveaux dont on est en train de parler. Il y a d'une part l'impact social de l'organisation, qui est, comme on l'a dit, voilà, l'ADN, la raison d'être, la mission. Est-ce que je progresse vers les changements voulus, les effets voulus? Et puis d'autre part, il y a les activités de l'organisation, plus en termes de responsabilité. Et
Quand on a parlé de la certification B Corp, la certification B Corp, ce n'est pas pour le secteur communautaire. Pour que ce soit clair, je ne veux pas que les dirigeants d'organisations communautaires aillent investiguer. La certification B Corp, c'est vraiment pour les entreprises à but lucratif qui cherchent à montrer qu'elles mettent sur un pied d'égalité la recherche d'impact financier avec les impacts sociaux et environnementaux. Mais justement, la différence, c'est que la certification B Corp, à la base, c'est de la responsabilité sociale. Donc, on n'est pas en train de montrer qu'on contribue à résoudre un enjeu social ou environnemental. On se contente, entre guillemets, de montrer qu'on n'est pas négatif et qu'on a des pratiques qui sont responsables. De la même manière, pour un organisme communautaire, il y a ces distinctions à faire. Il y a d'une part la manière dont je me conduis et les impacts que je peux avoir, positifs ou négatifs, sur toutes les parties prenantes autour de moi. Et puis, d'autre part, il y a la mission que je me suis fixée et est-ce que j'y arrive? Alors, si on prend par exemple l'exemple de Tom Shoes qui a été mentionné par Sophie tout à l'heure, Tom Shoes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un impact négatif dans leur capacité à atteindre le but ultime qui s'était fixé. C'est-à-dire, à partir du moment où s'ils formulent leur objectif comme étant de s'assurer que les gens peuvent se chausser, par exemple, quand on commence à faire l'évaluation de la situation finale, on se rend compte assez rapidement qu'on est en train de détruire des écosystèmes locaux et que c'est detrimental, c'est contre-productif par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Donc, les impacts négatifs par rapport à la mission, ils apparaissent assez rapidement quand on pose la question « est-ce que je progresse ?» Parce que on va et ça revient aussi sur ce que Sophie a dit tout à l'heure, si on donne la parole aux bonnes personnes, et souvent aux personnes qui sont moins entendues, et qu'on leur demande est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on va dans le bon sens, c'est ces gens-là qui vont pouvoir vous dire en fait, écoutez, oui, parce qu'on a investi tellement de ressources que ce n'était pas possible pour l'aiguille de bouger, de ne pas bouger, mais en vrai, il y a pas mal de choses qu'on fait qu'on pourrait faire mieux. Après, la question de savoir est-ce que tout ce que je le fais de la meilleure manière possible et est-ce que je suis une organisation la plus responsable possible, ça intègre un lot de questions supplémentaires qui peut devenir très très large et qui peut nécessiter aussi des heures de discussion avec toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les bénévoles, etc. Et ça, c'est quelque chose que l'organisation peut commencer à faire dans son day-to-day. Mais c'est vraiment deux discussions séparées, selon moi. On parle donc d'organisations qui ont une capacité puis ont une volonté d'introspection, ce qui n'est pas, le cas de toutes les organisations, là, on s'entend. Là, juste le processus d'évaluation, le conseil d'administration, dans bien des cas, ça ne passe pas parce qu'on a des organisations qui ont de la misère à se questionner sur ce qu'ils font. Est-ce que ce n'est pas un peu challengeant, là, toi, Sophie, qui est au centre d'un organisme qui le met en place, là, est-ce que ce n'est pas un peu challengeant des fois pour certains administrateurs ou certaines personnes dans l'organisation d'être confrontés à une atteinte qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on déploie comme effort? Absolument, ça dépend. À la fin, comme je le dis toujours, on est des êtres humains avant tout, on a des égos, on a des passions, ça dépend des jours. Je pense que si et ça encore une fois, c'est si on ramène l'objectif et la mission centrale, nous sommes tous ici unis pour cet objectif, on va l'évaluer. Et si on intègre ce questionnement de manière régulière, on apprend à s'habituer à ce qui est bon et les bons coups et les côtés négatifs aussi. Je pense absolument que il faut vraiment s'y prendre de manière un peu diplomatique, mais à mon avis, si on est un OBNL et on commence à parler d'impact social, peut-être que ça devrait faire partie d'une des premières questions. C'est que cet impact social va être accompagné d'un côté par ce qu'a bien dit Linda, et ce que j'essaie de communiquer, c'est on va le faire financer, et d'un autre côté, c'est qu'on va aussi intégrer un questionnement à l'interne à 360 ici. Et ça fait partie, sinon, ça n'est pas la peine de faire l'impact social. Ça peut demander tellement de ressources qu'en même temps, nous aussi, on se doit de pouvoir vraiment voir ce qui ne va pas bien, les côtés négatifs. So, we'll have to get over it. C'est une belle conclusion, j'aime ça, oui. Pardon? Tu disais, excuse-moi, Sophie? Non, c'est bon, c'est ça.
Linda, tu es au centre du milieu communautaire depuis des années. Le milieu communautaire étant en proportion, par rapport aux autres secteurs, là, beaucoup subventionné, avec beaucoup d'attentes envers les éléments publics, là, les 3 niveaux de gouvernement, municipal, fédéral et provincial. Est-ce que tu remarques depuis que, pas juste depuis, mais dans les organisations qui sont au centre des mesures d'impact, est-ce que tu vois une différence dans leur façon d'entretenir les relations avec les différents paliers de gouvernement? Là, je ne suis pas juste dans la reddition de comptes, mais aussi dans la sensibilisation puis dans le discours. Ben, écoute, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe en bout de piste et plus à l'interne ou avec l'externe de leur côté. Mais je dirais que fort souvent, je vois vraiment des organisations qui souhaitent faire des mesures d'impact social. Puis je veux compléter les réponses. Elles étaient parfaites de Timur et de Sophie, mais le négatif va ressortir, parce qu'on parle de positif depuis le début, parce qu'on est des convaincus sur ce panel-là. On est des convaincus, c'est clair, clair, clair. L'animateur est convaincu aussi que c'est très positif, mais il y a aussi des côtés négatifs et ils vont ressortir s'ils doivent ressortir, comme disent si bien Timur et Sophie, quand on fait le 360, c'est-à-dire que, moi je parlais de population cible ou de parties prenantes, quand on fait le tour de toutes les parties prenantes, ton négatif, il va sortir s'il a à sortir. Mais je dirais donc, en fait, au niveau, je vois de plus en plus d'organisations, d'organismes communautaires se lancer dans la mesure d'impact social, se lancer dans l'intérêt de connaître mieux à l'interne, mais je pense que ça devient aussi une logique pour eux de démonstration, et la démonstration est un tremplin pour le bailleur de fonds, pour eux, pour aller démontrer aux bailleurs de fonds. Prenons juste la COVID. J'allais là, c'est drôle. Tu m'amènes dans ma dernière question. Là. La COVID, là, on s'entend, là, la COVID, là, ça a tellement démontré que le communautaire a été le tissu social qui a permis plein de choses durant cette crise-là, la première vague, en tout cas, puis la deuxième vague aussi. Et moi, je pense que je voudrais finir là-dessus en disant, c'est une porte ouverte, là, pour que nous allions faire des mesures d'impact social et démontrer à quoi on contribue dans la communauté, parce que là, la COVID, ça a été le meilleur exemple, je pense. C'est triste parce que c'est un événement tellement triste et tellement dur socialement, économiquement, mais c'est aussi là peut-être un tremplin pour dire, écoute, regarde, on est contributif, on a été ton tissu social, puis regarde, on sert à ça aussi, là. C'est ça, nous, le communautaire et l'économie sociale. Donc, moi, j'aimerais finir là-dessus en disant, écoute, la COVID-19, c'est triste, c'est épouvantable, mais en même temps, ça a été une porte ouverte, puis poussons-la, cette porte-là, puis allons franc dedans. Oui, puis ça nous donne un outil de communication pour être capable de traduire l'intervention qu'on fait au quotidien aussi. Là. Oui. Ne serait-ce que de prendre le temps d'y réfléchir aussi. Timur, tu voulais rajouter quelque chose en conclusion? Parce qu'on a à moins qu'il reste des questions qui n'ont pas été posées encore. Là, mais c'est juste, il y a eu une question sur la certification de Imaging Canada, auquel vous avez répondu rapidement. Oui. Je préciserai. En fait, selon moi, oui, c'est plus ou moins, c'est la même logique. C'est-à-dire que la certification, en tout cas celle que je connais de Imaging Canada, de l'Accreditation Strong Charities, c'est la même logique qu'une certification B Corp dans le sens où c'est très opérationnel. C'est la responsabilité de l'organisation. Est-ce que l'organisation a des bonnes pratiques en termes de, je pense qu'il y en a plusieurs, il y a du financement, gestion des bénévoles, probablement governance, ce genre d'éléments. Donc, c'est plus ou moins la même logique. Ça ne couvre pas les mêmes domaines. Je pense qu'un des gros oublis, c'est la dimension environnementale. Imagine Canada ne prend pas du tout en compte l'impact environnemental d'un point de vue purement responsabilité. Mais effectivement, c'est un peu la même chose. Donc, Sophie, toi, en conclusion, on va fermer ça pour permettre à nos gens d'aller faire de l'impact. Wow! Dernière question, peut-être une question qui vient juste de rentrer. Excuse-moi, Sophie, je vais finir avec toi, promis. Est-ce qu'il y a d'autres outils que le recueil de témoignages et les sondages pour mesurer les impacts qualitatifs de nos impacts? Linda, je vais t'écouter là-dessus parce que je sais que vous avez développé une série d'outils qui sont disponibles aussi un peu partout. Là. Puis vous avez des liens avec d'autres organismes qui ont développé des outils spécifiques aux OBNL. Là. Si tu peux répondre à Marilyn.
Oui, en fait, je ne parlerai pas vraiment de témoignage au sens où on peut, tu sais, bon, par exemple, souvent les intervenantes dans un organisme nous disent, oh, on a des témoignages, ça va très bien, c'est super bon, on est content, on est heureux. C'est parfait. Ça veut dire qu'on répond bien. L'idée, c'est d'aller au-delà du témoignage. Et là, vous allez me dire, mais vous êtes confus. Non, pas du tout. En fait, le témoignage, c'est le témoignage auquel je pense, à dire, hey, tu sais, c'était vraiment le fun, c'était bon, ça m'a permis de. Bon. Mais il faudrait aller plus loin que ça. Alors, en fait, je vous dirais, l'outil, ça dépend vraiment de l'activité ou du service ou du projet que vous voulez évaluer et comment vous voulez l'évaluer. Alors, au-delà de ça, est-ce que c'est plus des entretiens individuels ou des groupes de discussion? Est-ce que c'est plus du quantitatif mêlé à du qualitatif? Je pourrais pas répondre de façon universelle et globale, mais je dirais que il faut penser à ces possibilités-là. Ça peut être autant un questionnaire, ça dépend de l'activité, ça dépend du service ou du projet qu'on veut mesurer. Nous, au CSMO, comme je dis, puis il y en a d'autres, il n'y a pas juste nous, mais nous, au CSMO, on a une démarche qu'on a développée il y a 19 ans et demi. On la propose en module de formation à distance bientôt. Donc, c'est sûr qu'il y a là des informations. Est-ce que c'est plus le questionnaire qu'il faut utiliser, plus le groupe de discussion ou l'entretien individuel? C'est vraiment dépendant de l'activité. Ah, puis je sais que la Fondation Bombardier, entre autres, avec d'autres groupes, avait sorti un livret qui résumait bien aussi. Là. On a un article là-dedans, d'ailleurs, nous, au CSMO. Oui, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est une bonne synthèse. C'est une bonne synthèse aussi des différentes façons de mesurer aussi. Sophie, on va finir avec toi. Tu es direct les deux pieds dans l'action. Tes dernières recommandations face à l'impact dans ta vie à toi, ça ressemble à quoi aujourd'hui? En fait, ce que je dirais, c'est que je résumerais ce dont on a parlé dans le sens que je pense qu'on est tous d'accord que oui, des mesures d'impact social, oui, ça fait du sens pour les OBNL, mais aussi que ces OBNL devraient pouvoir choisir quelles mesures leur sont pertinentes autant pour mesurer leur évolution à l'interne et leur impact à l'externe, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais voir aussi que les bailleurs de fonds soient invités à être des collaborateurs plus que, par exemple, ce sentiment de « on est là », mais vous allez devoir, en anglais, on dirait « you have to jump through these hoops for our support ». Sachons que les bailleurs de fonds, eux aussi, et encore une fois, je parle beaucoup du point de vue de la philanthropie, qu'eux aussi cherchent quelque chose dans cette relation. Donc, qu'ils soient prêts à soutenir ce désir de data d'impact social, qu'ils soient prêts à le financer, qu'ils soient prêts à développer peut-être les outils, les mesures de data pertinentes qui leur sont pertinentes aux deux, autant aux bailleurs de fonds pour leur storytelling de « on a bien fait » et autant pour l'OBNL lui-même. Donc, que ce soit plus une collaboration entre les deux parce que les OBNL sont sous beaucoup de pression. Donc, de vraiment chercher à collaborer dans ce désir d'avoir plus d'infos et d'un impact social. Let's not forget the human beings. C'est vraiment toujours ça. Une belle pensée pour finir notre panel de ce matin. Écoutez, ceux qui demandent le lien pour le document dont je parlais, on va le mettre dans le texte de descriptif sur la chaîne YouTube quand on va mettre Je vais faire les recherches, là, puis je vais aller chercher le document exactement. Là, je ne l'ai pas sous la main. Là. Puis ça a été fait en collaboration avec des chercheurs, si ma mémoire, de l'université... j'ai un blanc de mémoire, là, pas le Phil Lab, c'est avec le Phil Lab, je pense. Oui, je vais retrouver le document, là. Je ne vais pas parler à travers mon chapeau, je vais retrouver les bonnes sources. Écoutez, je vous remercie tous les trois. Très intéressant ce matin. J'espère que les gestionnaires vont partir avec une base pour faire des recherches supplémentaires puis commencer à intégrer certains principes. Message à ceux qui écoutent. Écoutez, je vous remercie de votre participation ce matin. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à nous revenir sur vos commentaires et vos suggestions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et profitez du week-end. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.